Merci d'être tous là. Bonjour, donc Bernard Cadiot et mon fils Julien. Donc on nous a demandé de faire une présentation de nos petits problèmes urinaires, hein, Julien? Voilà, donc on a listé un certain nombre de pages. Voilà, donc on va y directement. Donc je me présente Bernard Cadiot. Nous habitons donc près de Bordeaux, au bout de la piste de l'aéroport de Mérignac. Je suis veuf, papa de 3 enfants. Isabelle est née en 80 et puis après, les jumeaux sont nés 1 an après, jour pour jour. Maman avait du boulot, mais enfin papa aussi, hein. Voilà, donc Julien est atteint d'une myopathie de Duchenne. On a fait une petite recherche et puis on a trouvé qu'il y avait une délétion sur l'exon 34. Il manque une base. Voilà. Donc personne n'est porteur de la maladie, ni ma belle-mère, ni ma femme. Et puis bon, il y a eu 4 petits garçons qui sont arrivés, donc ils ne sont pas concernés non plus. Donc c'est bon. On est débarrassé, comme on dit. Enfin. Donc, on va vous parler du cheminement de nos problèmes de continence urinaire. Donc, après le décès de ma femme, nous avons poursuivi un plan d'aide humaine très chargé, avec de multiples alertes de Sandrine qui est en face de moi. Combien de fois elle m'a dit, Bernard, arrête, 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 tu en fais trop. J'étais à mi-temps, hein, sur 720 heures, j'étais à 360 heures, plus mon métier. Alors, quand je débauchais, il fallait que je sois vite à la maison. Puis un jour, bien sûr, il nous est arrivé ce qui devait nous arriver. Il nous est arrivé un pépin. Donc, alors, j'ai oublié de tourner la page. Et une nuit, bien sûr, la canule s'est défaite. Julien ne pouvait plus respirer, donc il a perdu connaissance. Et bien sûr, après, la machine s'est mise à crier. Et bien sûr, quand je saute du lit, je vais le voir. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Pas de réponse. Il était sur le lit, les yeux grands ouverts. Donc j'appelle le SAMU, enfin le 15, et puis en discutant avec le médecin, j'ai mis la main sur son thorax, et puis j'ai vu que le cœur battait très 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 vite. Donc j'ai fait une ventilation manuelle, et puis il est revenu à lui. J'ai posé quelle journée, qu'est-ce qu'on fait? Ça s'est bien passé, sauf que quelques temps après, dans les jours qui ont suivi, eh bien Julien a eu de gros problèmes d'incontinence. Donc, je ne sais pas si c'est lié ou si c'était un cheminement. Il y avait déjà quelques petits soucis de continence, mais là, l'infirmier qui habite juste à côté, eh bien, il a sondé, il a fait 1,2 litre pour vous donner un ordre d'idée. Donc, il y avait vraiment un problème. Voilà. Donc, on a essayé de trouver. Donc, on a fait plusieurs urologues. Il y a une personne, une urologue qui nous a vu arriver, qui non, ça c'est pas pour moi, je me sens pas du tout à la hauteur. Par contre, elle nous a donné l'adresse du professeur Joseph, qui nous a gardé une bonne partie de l'après-midi. Et puis j'ai expliqué bien sûr la situation. Il nous a présenté tout ce qu'il y avait comme possibilité. Donc on pouvait faire sondage permanent, hétérosondage, de la chirurgie, traitements médicaux, musculaires, enfin toute une panoplie, et il nous a donné tous les risques qu'on pouvait encourir. Donc, on a fait un choix. Notre choix était donc l'hétérosondage, c'est-à-dire que ça, c'est tous les jours, 5 fois par jour, d'accord. Donc ça, le but, c'était d'avoir une vessie, préserver la vessie. Le but, c'est ça. Je pense que vous allez peut-être me confirmer. Donc, par contre, il y a un problème, c'est qu'il faut être derrière. Il faut être derrière, et puis surtout, il faut beaucoup boire, beaucoup boire, parce que voilà ce qu'on a fait dans notre stratégie. On a laissé s'installer un microbe, on a arrêté tous les traitements antibiotiques, parce qu'à chaque fois qu'on traitait, et c'est là nos galères, hein, on avait un microbe encore plus dangereux. Et à chaque fois, on montait jusqu'au jour où il fallait nous hospitaliser parce qu'on n'avait pas de traitement en pharmacie. Donc là, le professeur Joseph nous avait dit, donc, si un microbe n'est pas très, très agressif, eh ben, c'est une solution. Mais par contre, il faut gérer. Derrière, il faut gérer la quantité d'eau bue et surtout mesurer la quantité, bien sûr, d'urine qui rejette et dans le temps, hein. Voilà, il faut bien mesurer l'entrée et la sortie des liquides. Sauf que bien Julien fait une pyélonéphrite. Un jour, une grosse douleur dans le dos,
un dérèglement des volumes de liquide absorbé et éliminé. Eh bien, on s'est précipité aux urgences et puis on a découvert qu'il y avait un calcul qui était coincé dans l'urtère avec une infection au-dessus, parce que son copain, il est monté dans le rein. Donc, il a fallu donc mettre une sonde double J pour réinstaller donc l'évacuation de l'urine entre le rein et la vessie. Et puis, on est parti à la maison avec un bon traitement pour tuer tout ce qu'il y avait dedans. Et puis, quelques semaines après, eh bien, on a retiré la sonde double J, puis on a donc fractionné le calcul. Voilà. Donc maintenant, on fait de la surveillance. Enfin, les médecins font la surveillance donc de la créatine pour voir si pour voir si les reins fonctionnent bien. Donc les urines de 24 heures plus la prise de sang. Voilà. Et puis on surveille énormément parce que quand même les reins c'est capital quoi. Voilà. Écoutez, votre témoignage correspond malheureusement à la vraie vie, hein, celle que nous, urologues, nous voyons dans nos consultations. Donc, moi, je suis urologue à la Pitié-Salpêtrière et je m'occupe du réseau neuro-urologie Pitié-Garches. Et donc, on voit des patients comme vous à Bordeaux, avec l'équipe c'était Pierre-Alain Joseph, c'est ça? Oui, qui est décédé maintenant. Oui. Et exactement. Et aujourd'hui, donc, il y a des équipes à Bordeaux, qui est un gros centre de neuro-urologie aussi. Donc, ce que je vous propose, c'est de revenir sur les événements qui vous sont arrivés pour vous redonner quelques éléments concernant la myopathie de Duchenne et l'urologie. Donc, la myopathie de Duchenne, on va remettre en plein écran. Voilà. En gros, c'est une maladie bien sûr très rare. Et comme toutes ces maladies rares, nous-mêmes, sur spécialité, l'urologie, on n'a pas beaucoup de statistiques. Donc, en gros, alors en fait, à l'écran, il ne voit pas la même chose que moi. Oui, je pense que ce n'est pas partagé. Je vais remettre le partage. Voilà. On va faire arrêter le partage et on va recommencer. D'accord. Écran complet. Il est là, à votre avis? Oui, il est là. Voilà, c'est bon. Voilà. Et donc, je disais, il y a très très peu de littérature concernant quels sont les troubles urinaires majoritaires de la myopathie de Duchenne. Il faut savoir qu'en revanche, la pathologie urologique, tout ce qui concerne les troubles de fonctionnement du bas appareil urinaire, c'est-à-dire la vidange de la vessie, c'est une source majeure d'hospitalisation, de complications, d'hospitalisation en urgence et d'altération de qualité de vie. Alors nous, urologues, on le sait, pour les maladies neurologiques plus fréquentes comme la sclérose en plaques, le Parkinson ou d'autres, c'est un sujet qui manifestement, nous on le voit dans nos consultations, est sous-estimé par les familles et sous-estimé par les spécialistes de la myopathie qui, à juste titre, s'occupent plus de tout le handicap moteur et de tout l'environnement nécessaire aux aides qu'on peut vous apporter, l'urologie n'étant pas toujours la priorité. Mais il faut savoir que dans cette population des myopathies de Duchenne, en fait, le problème majeur qui leur arrive, c'est surtout des problèmes de troubles de vidange. Alors, je vais juste vous rappeler 2-3 petites choses pour comprendre la suite. Normalement, pour tout un chacun, quand on vit avec sa vessie, on alterne en permanence stockage et vidange. Et donc, la vessie étant vide, on va progressivement la remplir. Elle se remplit par la diurèse, c'est-à-dire qui est produite par les reins. Il faut savoir qu'il y a des capteurs dans la vessie à la pression qui informent la base du cerveau. La base du cerveau est informée du remplissage. Et quand la vessie est pleine, vous avez tous vécu ça, on est informé, on va aller aux toilettes. Il y a le contrôle du cerveau qui fait qu'on va aux toilettes et qu'on n'urine pas dans le coin de la salle. Et quand on veut déclencher la miction, on y va volontairement. Et ce qu'il faut retenir, c'est que pour uriner, il faut avoir tout un cercle réflexe. La miction, c'est un réflexe qui part de récepteurs dans la vessie, qui monte dans la moelle épinière, qui passe à la base du cerveau et qui, quand on veut donner l'ordre d'uriner, redescend donner l'ordre de contraction vésicale. Mais l'élément majeur de la miction, et on va voir que c'est ce qui se passe dans la myopathie de Duchenne, c'est qu'il n'y a plus le fonctionnement correct entre une contraction vésicale, parce que le muscle ne fonctionne pas bien, et l'ouverture du sphincter. On ne peut pas uriner si on ne coordonne pas la contraction de la vessie et le relâchement du sphincter. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la synergie vésico-sphinctérienne qui fonctionne à partir de la base du cerveau.
Les paraplégiques, les gens qui ont un accident sur la moelle épinière, ils ne peuvent plus uriner parce qu'ils n'ont plus de coordination entre vessie et sphincter. Et donc, tous les paraplégiques de France et de Navarre, grossièrement, sont à l'autosondage, qui est la seule façon pour eux de vider la vessie, parce que comme ils n'ont plus d'ouverture du sphincter, il y a une rétention permanente. Et puis, ils ont d'autres soucis sur lesquels je ne vais pas revenir aujourd'hui. Donc, il faut avoir bien compris ça, que ce cycle stockage-vidange est un cycle majeur pour arriver à vivre. Et donc, dans la phase de stockage, quand on stocke ses urines, la vessie, elle a des qualités particulières. Elle stocke à basse pression, c'est-à-dire quand vous remplissez votre vessie, la pression reste stable. Et si la pression monte alors que la vessie ne se vide pas bien et qu'elle est infectée, ça va donner des pyélonéphrites et ça va donner des calculs. Et donc, quand les patients ne vident pas bien leur vessie, ils font toutes les complications de la stase, qui sont l'infection. L'infection favorise le calcul, ça favorise l'altération des reins, etc., etc. Donc, c'est un cercle vicieux dans lequel on rentre et que vous avez vécu manifestement qu'une fois, heureusement. Donc, il y a la phase de stockage et normalement, une vessie normale, on stocke à basse pression. Et puis, quand on veut vider, et ça, c'est un miracle de la physiologie, quand on veut vider, c'est un acte volontaire. On va aux toilettes quand on en sent le besoin et quand le cerveau le décide et quand socialement on trouve des toilettes et on ne va pas aux toilettes dans le coin de la pièce où on est tous en ce moment. On urine de façon volontaire, c'est on déclenche quand on veut. Mais quand on déclenche, nous, on ne déclenche rien. Nous, on déclenche un ordre pour qu'un réflexe fonctionne. Et on va déclencher le fonctionnement complet de cette boucle qui fait que la vessie va se mettre à se vider avec le sphincter qui s'ouvre. Tous les gens qui cherchent à uriner en forçant sont en fausse manœuvre parce que quand vous urinez en forçant, vous urinez en faisant passer des urines au travers d'un canal qui n'est pas ouvert. Donc vous favorisez les cystites. Beaucoup de femmes font des cystites parce qu'elles urinent en forçant. Eh bien, dans la myopatite du chêne, il se passe un peu ça. Et on ne connaît pas tout de la myopatite du chêne, mais on sait que dans cette maladie, je vais sauter, voilà. On sait que dans cette maladie, le premier problème qu'ont les patients, c'est une mauvaise vidange. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Comme il y a une atteinte du muscle, et le muscle du périnée, le sphincter n'étant plus fonctionnel, il ne peut plus s'ouvrir. Et ce n'est pas pour des raisons de réflexe comme dans le paraplégique, mais c'est pour des raisons d'atteinte du muscle au niveau du périnée. Et nous, urologues, moi ça fait 30 ans que je suis dans ce domaine-là, on a vu depuis 30 ans, grâce à la prise en charge des myopathies du chêne qui ont une longévité bien supérieure, apparaître ces troubles urinaires qu'on ne connaissait pas il y a 20 ou 30 ans. Parce qu'effectivement, chez les petits enfants, ça n'apparaît pas trop. Il y a manifestement un défaut musculaire du périnée et un vieillissement dans la myopathie qui fait que ça s'aggrave et que les patients ne vident pas bien. Il y a un deuxième facteur qu'il faut prendre en compte, qui est un facteur anatomique masculin. Dans la myopathie du chêne, quand vous êtes un homme, vous êtes toute la journée assis sur votre urètre. Et tous les hommes qui sont ici, moi y inclus, si je m'assieds sur la chaise, je ne peux pas uriner parce qu'on est assis sur notre urètre. Notre urètre passe sous le périnée pour sortir au bout de la verge. Et donc, tous les patients qui ont une myopathie ont une coque ou des fauteuils adaptés. Et si on ne prend pas en compte dans la confection de la coque de laisser libre le périnée, l'urètre est comprimé quand ils sont au fauteuil, ils ne peuvent pas mécaniquement uriner. Donc, on ajoute à un obstacle manifestement lié à la maladie qu'on ne connaît pas bien, on ajoute un obstacle mécanique de compression par la position assise. Et donc, les consultations sont complexes parce que l'urologue, il ne peut pas travailler seul, il travaille avec le médecin de rééducation et tout l'environnement qui s'occupe de l'appareillage. Et quelquefois, il faut modifier la coque ou trouver des systèmes pour alléger au moment de la miction, etc. Donc, ça, c'est le plus fréquent dans les myopathies. Il y a une deuxième circonstance de trouble, c'est quand, dans le vieillissement, il va y avoir des chirurgies de la colonne vertébrale. Et ces chirurgies de la colonne vertébrale peuvent entraîner des troubles neurologiques de la vessie par compression ou par atteinte des nerfs qui passent dans la colonne, dans la région opérée. Et ça se voit et c'est rapporté. Et on sait qu'après une chirurgie rachidienne chez un patient qui a une myopatite du chêne, on peut voir se décompenser des troubles sous-jacents pour des raisons là directement liées à l'atteinte des nerfs au niveau de la colonne qui étaient sous-jacents et qui se sont décompensés à l'occasion de la chirurgie. Nous, urologues qui s'occupons de ces patients-là, on a l'œil à ça. Et si on apprend qu'il a été opéré du rachis, on sait qu'on va chercher d'autant plus ce problème-là. Voilà. Donc, en pratique, je saute tout ça. Quand on voit des patients comme vous, eh ben, on leur demande de faire le petit relevé que vous avez cité. Première chose qu'on demande aux patients, faites-nous un catalogue. Relevez les heures de miction et les volumes. On veut savoir combien sort. Mais contrairement à ce qu'on croit, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr uniquement ce qui sort. Ce qui est bu ne nous intéresse pas parce que de toute façon, ce qui sort, c'est forcément été ingéré. Et s'il n'y a pas beaucoup de sorties, c'est qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'entrées. Donc, ce qu'il faut surtout, c'est mesurer ce qui sort. Et effectivement, assurer une diurèse régulière qui va un peu laver la vessie. Mais il faut surtout s'occuper de savoir si ça se vide. Et ça, on fait des échographies. Donc, c'est la première chose qu'on fait en consultation. Si une vessie ne se vide pas, parce qu'il y a un obstacle et une mauvaise vidange, à la cause d'une mauvaise contraction ou d'une mauvaise ouverture du sphincter,
il y a une stase. La stase entraîne l'infection entraîne une dilatation des reins et entraîne des calculs. Et tout ce cercle vicieux est directement lié à la mauvaise vidange. Alors, est-ce que j'ai un traitement à proposer sur la mauvaise vidange? La réponse n'est pas directement sur le plan neurologique ou musculaire, malheureusement. Donc, on ne peut que trouver des systèmes pour vider la vessie. Vous en avez utilisé un et vous l'utilisez, c'est l'hétérosondage. Se faire sonder toutes les 4-5 heures pour vider la vessie. C'est une solution idéale quand on trouve les tierces personnes pour le faire. En France métropolitaine, c'est quelque chose de quasi impossible et vous faites mon admiration. L'expérience montre que d'abord, le tierce personne va plus blesser que quand c'est le patient lui-même qui se sonde. Et donc, dans la myopathie, bien sûr, le patient ne peut pas se sonder lui-même. Donc, le plus souvent, ce n'est pas un système qu'on arrive à promouvoir, même si, dans certaines situations, ça a pu se mettre en place et on en a la preuve. Mais il faut que ça soit fait très régulièrement et il faut que la personne qui sonde soit à peu près toujours la même pour pas qu'il y ait de blessure. L'autosondage n'est pas faisable. L'hétérosondage, c'est l'idéal parce qu'on ne laisse pas de sondage et parce qu'on vide régulièrement de façon volontaire la vessie et complètement. L'autosondage, c'est un siphonnage de la vessie. Je mets une sonde et ça va couler tout seul, comme quand vous siphonnez un réservoir de véhicule pour piquer l'essence. Vous aspirez et donc dès que vous avez amorcé le tuyau, ça coule. C'est pareil pour la vessie. Donc il faut que ça soit amorcé. Pourquoi je donne cet exemple? Parce que les gens ne comprennent pas toujours comment ça se vide quand on passe une sonde. Ça ne vide pas par aspiration. Ça vide pour des raisons simplement d'amorçage du siphonnage. Et une fois que c'est parti, ça coule tout seul. Et il n'y a pas besoin de contraction de vessie pour que ça se vide. Parce qu'une fois que le siphonnage est amorcé, le reste dans le réservoir d'essence de voiture, il n'y a pas de contraction du réservoir. C'est pour ça que je donne cette image. Donc on fait ça, on fait une échographie. Et généralement, on leur fait faire, voilà, à un moment ou à un autre, un bilan urodynamique, qui est un examen qui enregistre les pressions dans la vessie. Et on aura besoin de cet examen qui se fait mieux spécialisé pour connaître l'état des lieux de la contraction de la vessie. Parce que si la vessie se contracte un peu, on pourra peut-être éviter le sondage et faire des techniques qui permettent d'ouvrir le sphincter. Ça s'appelle la sphinctérotomie. Et on est amené à faire des patients comme vous des interventions par les voies naturelles où on va couper le sphincter qui ne s'ouvre plus pour que les urines puissent couler toutes seules. Toutes seules où? Toutes seules dans un pénilex ou un étui pénien. Et donc, le myopathe homme a un avantage, c'est qu'il peut mettre un étui pénien, si sa verge le permet, et il peut avoir une vessie qui va se vider toute seule si on a pu enlever les résistances, à condition que la vessie ait un peu de contraction. Or, ça dépend de chaque patient. Et donc, c'est pour ça que la prise en charge de gens comme vous est quelque chose d'excessivement complexe, parce qu'on ne peut pas reproduire ce qu'on a fait pour l'un pour l'autre. Chaque patient est différent. Nous qui avons l'habitude de prendre en charge des paraplégiques, le paraplégique, globalement, ils ont un peu tous le même comportement urinaire pour des raisons liées à l'anatomie, à la fracture de la moelle. Dans la myopathie du chêne, il y a l'âge, il y a le poids, il y a les antécédents, il y a beaucoup de choses qui interviennent, donc chaque patient est différent. Et donc, il ne faut surtout pas se projeter dans la prise en charge du voisin ou du copain. On est soi-même, on a sa vessie, elle se contracte, elle ne se contracte pas. Je peux mettre un étui, je ne peux pas en mettre un. Et on s'adapte à chaque patient. Voilà. À un moment ou à un autre, il faudra faire l'urodynamique, qui est pour nous l'examen qui vous permet de vous renseigner sur la vessie a-t-elle encore une capacité à se contracter. Et pour pouvoir laisser la place aux questions, je veux quand même rappeler une chose, c'est qu'une vessie qui n'est pas bien prise en charge, c'est les reins qui trinquent. Alors heureusement, dans la myopathie, la vessie souvent se contracte peu et plutôt à basse pression, c'est-à-dire qu'elle est en rétention, mais pas à des pressions trop élevées. Et s'il y a des pressions élevées, l'insuffisance rénale est au bout de la route, si ça ne se vide pas bien. Donc il faut absolument s'occuper de vider la vessie pour protéger les reins. Et si on ne protège pas les reins, vous savez que moi, c'est la dialyse un jour. Voilà. Autre petit message important, donc nous on s'occupe toujours, notre première préoccupation c'est les reins sont-ils protégés? Bien sûr, celle du patient c'est j'aimerais ne pas faire une infection, j'aimerais bien vider, j'aimerais être continent, j'aimerais ne pas mettre de couche. Et je ne parle pas de l'aspect sexualité qui peut être une question qui apparaît aussi dans la discussion. Donc, en termes d'organisation, c'est sûr que adapter le fauteuil, adapter la coque, pouvoir mettre un étui pénien, ça peut être des aides importantes s'il y a encore une contraction de vessie. C'est rarement le cas quand on voit des patients de votre âge. Et souvent, on voit des patients en rétention. Il faut qu'on trouve un moyen de vider. Alors après ça, est-ce qu'on peut vider en appuyant sur le bas-ventre? Oui, si on a ouvert le sphincter, mais appuyer sur une vessie, si le sphincter est fermé, ça ne marche pas. Ça augmente les pressions et les facteurs de risque. Donc voilà, c'est une prise en charge qui est, dans le principe, pour nous, assez simple. Ça ne se vide pas, on a des moyens d'aider. Et puis au pire, ce sont des patients qui ont des cathéters suspubiens, des sondes qu'on laisse qui sortent avec une poche. Ça, c'est dans les cas, j'allais dire extrêmes, quand on ne peut plus rien faire d'autre. Parce qu'on n'aime pas laisser une sonde, parce qu'une sonde, c'est un corps étranger qui va favoriser l'incrustation et qu'il faut changer régulièrement. Voilà. Donc là, je vous ai dressé un petit tableau pour essayer de vous rappeler un peu le concept.
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut le détecter tôt dans la vie d'un patient qui a ce type de myopathie et pas le laisser vieillir avec une vessie qui se vide mal, parce que si on la laisse ainsi, elle se dilate et elle s'abîme aussi. Donc plus on les prend en charge tôt pour la vidange, mieux c'est. Voilà. Donc maintenant, je propose de répondre aux questions et qu'on ait un échange. Voilà. J'ai une question par rapport aux coussins. Alors, pour lutter contre les escarres, on met des coussins, alors soit mémoire de forme, soit c'est des coussins hermétiques avec des tétons qui remontent bien. Ça veut dire que là, ça appuie très fortement sur le sphincter. Donc, ça peut être la cause, justement, de l'arrêt, enfin, pas la cause, mais ça peut précipiter l'arrivée de ce genre de problème. Alors. Ah oui, quand les patients ont des coussins à plots, ce qu'on fait, c'est qu'on fait écraser les plots qui sont juste entre l'anus et la verge. Et à ce moment-là, il y a 4 plots qui sont tenus par un élastique et qui compriment moins. Dans votre malheur, vous avez une chance, c'est que généralement, vous êtes plutôt mince et léger. Donc, ce n'est pas un problème de poids, c'est plutôt un problème d'appui. Et donc, si on repère, et généralement, on met la main entre les fesses et le fauteuil, on essaie de repérer quels sont les plots qui tombent juste à l'aplomb anus-bourse, et on va écraser ces plots pour qu'il n'y ait pas d'appui de l'urètre dessus. Ça n'a d'intérêt que si le patient a encore une capacité à uriner par lui-même. C'est sûr que de toute façon, il est au sondage parce qu'il ne peut plus uriner parce que la vessie ne se contracte plus. On écrase les plots ou pas, ça ne va rien changer. Voilà. Alors, je vous apporte le micro pour ceux qui sont à distance. Oui, moi j'aurais 2 questions. Une concernant les marqueurs biologiques pour la fonction rénale. D'après ce que je sais, la créatinémie n'est pas trop fiable quand on a une myopathie. C'est lié à la fonction musculaire. Et alors, comment on surveille la fonction rénale? Et deuxième question, c'est l'incidence des traitements antidépresseurs sur la fonction urinaire. Parce que moi, mon fils, qui avait un peu des difficultés, mais qui arrivait à uriner, il a eu un traitement antidépresseur. Et à la suite de ça, il a été en rétention et puis on est passé sur des hétérosondages. Voilà. Ce sont 2 très bonnes questions. Donc, la fonction rénale et la créatinine. Chez tout un chacun, on évalue la fonction rénale au quotidien par une prise de sang qui s'appelle la créatinine. La créatinine, c'est une protéine qui vient des muscles. Et donc, notre taux à chacun de créatinine dépend de notre masse musculaire. Donc, les normes du laboratoire, elles sont faites pour un individu normal de 70 kg, valide et normalement actif. Donc, je prends un exemple. La créatinine de la majorité d'entre nous doit être aux environs de 90 ou 100 micromoles. Sa créatinine est probablement à 5 ou 10. Il n'a pas de muscle. Et donc, comment est-ce qu'on va surveiller la fonction rénale d'un patient qui a une myopathie du chêne? Il est très important d'avoir sa propre norme à lui. C'est-à-dire que son chiffre de base va être, bien sûr, au laboratoire, ils vont dire qu'il est anormal parce qu'il est très bas. Et étant bas, on va le considérer comme bon parce que plus la créatinine est basse, mieux c'est. Parce que quand on devient insuffisant rénal, on n'élimine plus cette protéine et donc la créatinine monte. Et quand on est en insuffisance rénale chez quelqu'un de normal, on monte à 300, 400 de créate. Donc, un monsieur qui a une myopathie du chêne, s'il était à 5 ou 10 au départ, ce qui n'est pas complètement rare, et s'il est à 30, il est déjà en insuffisance rénale. Sa propre norme n'est pas du tout celle de tout un chacun. Donc ça, c'est d'abord, chaque individu doit avoir son histoire de créatinine. Alors ensuite, si on veut vraiment évaluer la fonction rénale, il faut faire une prise de sang et garder les urines des 24 heures, et le laboratoire va faire un calcul qui s'appelle la clairance de la créatinine, qui est la vraie mesure de la fonction rénale. Et là, on a une comparaison d'un individu à un autre. Ça suppose de garder les urines des 24 heures qui sont données au labo et il doit mesurer la créatinine dans les urines. Beaucoup de labos rechignent en vous disant « Ah, mais moi je le fais par automatisme, la machine le calcule, je n'ai pas besoin de vos urines. » Eh bien non, chez des gens comme la myopathie du chêne, il faut faire le calcul. Donc oui, la créatinine est un bon marqueur. Alors il y a d'autres marqueurs, il y a la cystatine, il y a d'autres moyens de faire qui sont plus spécialisés et qu'on fait dans des conditions où on a vraiment besoin d'une vraie évaluation de la fonction rénale pour d'autres raisons. Des prescriptions de médicaments néphrotoxiques ou des choses comme ça. Et ensuite, si on veut vraiment évaluer la fonction rénale, on peut aussi faire des examens de médecine nucléaire, comme les scintigraphies, qui vont permettre d'avoir une évaluation de la fonction relative des 2 reins. Ça peut être intéressant dans certaines situations où on suspecte un obstacle, une mauvaise vidange et des choses comme ça. Et donc, effectivement, la créatinine sérique n'est pas du tout la même chez tout un chacun et chez un myopathe. Voilà. Ensuite, il y avait une question sur les traitements antidépresseurs. Tous les médicaments qui ont des effets, alors dans notre jargon on appelle ça anticholinergiques, tous les médicaments qui ont des effets de ralentissement de la fonction musculaire, qui diminuent la transmission de l'influx nerveux entre le nerf et le muscle, vont avoir des effets secondaires sur la vessie.
Quand on a des patients qui ont des vessies trop actives, on leur donne des médicaments qui sont faits pour calmer la vessie. Ça s'appelle le Vésicar, le Ditropon, tous ces médicaments-là. Tous les antidépresseurs, tous les neuroleptiques ont ces effets secondaires-là. Donc tous les médicaments qui ont des effets dits anticholinergiques, et c'est écrit généralement sur la boîte, vont diminuer la contraction vésicale. Qui plus est, tous les médicaments neuroleptiques, chez des psychiatriques sévères, etc., qui sont tous en rétention chronique pour des raisons d'atteinte de la fonction de contraction par effet secondaire du médicament. Et c'est un vrai souci au long terme parce que ça ne revient pas toujours à l'état de base. Dans les effets secondaires des antidépresseurs, généralement à l'arrêt d'antidépresseurs, ça revient. Sauf que dans la myopathie, l'équilibre est tellement précaire entre cette contraction vésicale résiduelle qui n'était pas très bonne, cette ouverture du sphincter qui est moyenne parce que les muscles ne sont pas très répondants. Le moindre déséquilibre peut faire que ça devient irréversible. Et c'est ce qu'on peut voir ça. Sachez quand même qu'une des raisons pour ne pas bien uriner, ça peut être aussi d'avoir un fécalome. La présence de sel dans le rectum coupe le réflexe pour uriner. Et donc tous les gens qui ont des maladies où ils n'arrivent pas bien à vider le rectum, ça empêche la vessie de se déclencher. Donc un des moyens d'éviter les rétentions et les blocages, c'est surtout d'assurer tous les jours la vidange du rectum. Ça, c'est encore plus vrai, plus on vieillit et plus on a des maladies. Je prends l'exemple d'un ami de Parkinson. Ils sont tous constipés parce que le mot de part, ça constipe. Et pour les problèmes urinaires, on a absolument besoin de traiter les troubles digestifs pour prévenir les complications urinaires. Donc, les deux sont liés. Mais ce n'est pas mécanique, ce n'est pas le fécalome, la compression qui comprime la vessie. C'est le rectum plein qui empêche au niveau de la moelle épinière le réflexe urinaire de se déclencher. Vous videz le rectum et ce réflexe redémarre. Voilà. Et c'est généralement associé, exactement, oui. Au fait, moi, je vais poser une question qui est très mécanique. Mon fils a des problèmes justement par rapport à ça. Et nous avons mis en place un système pour pousser. En fait, on a fait un truc avec une boule, avec de la watine que j'ai couverte avec du Sky. Et puis, de l'autre bout, on a mis un système aussi pour pas qu'on ait trop mal à la main. Et donc, on pousse. Le problème, c'est qu'on pousse très, très fort. Et je voulais savoir si on risque pas de lui faire mal. Parce que lui, le problème, c'est qu'il nous dit, mais pousse, pousse fort, parce qu'il veut vraiment uriner beaucoup. Alors, donc, on est toujours dans la vessie qui ne se vide pas bien. Je vous ai dit qu'on a vu que le sondage était la meilleure solution. Et autrefois, quand le sondage n'existait pas, l'autosondage, ça n'existe que depuis les années 80. Beaucoup de patients utilisaient ce qu'on appelle l'expression manuelle. Donc, les patients prenaient leur poing, ils mettent le poing au-dessus du pubis et avec le poing, ils expriment la vessie en la faisant tourner autour du pubis pour vider les urines. Mais c'est un concept qui n'a de valeur que si la résistance en dessous est faible. Donc, quand on est une femme, il n'y a pas de prostate, en appuyant très fort, pour peu qu'il y ait un peu de paralysie du muscle, on va finir par y arriver. Chez l'homme, généralement, ça ne marche pas, parce que de toute façon, on essaie de pousser les urines contre un robinet fermé. Et qu'est-ce qui se passe? Les pressions qui sont mises sur la vessie, s'il y a une bonne résistance d'aval, elles retentissent directement sur le rein. Et donc, ça entraîne des dilatations rénales. Donc, l'expression de la vessie est un système qui peut, pour un individu, être utilisé sous certaines conditions, qui mérite d'être évalué, qui est que l'urètre soit complètement ouvert, qu'il n'y ait vraiment pas de résistance urétrale, que la prostate chez l'homme, s'il est un peu âgé, ne soit pas un obstacle. C'est peut-être mieux pour une femme que pour un homme. Et en tout état de cause, c'est un mode de miction qui n'est absolument plus et pas recommandé en 2022. Voilà. Manifestement, c'est un mode de miction qui est... Mais vous n'êtes pas la seule. Pourquoi? Parce que les patients, ils ne sont pas fous, ils trouvent tout seuls le moyen de vider leur vessie. Mais si on se place sur le côté protection rénale, je ne peux pas soutenir ce mode mictionnel dont on sait qu'à long terme, il n'est pas bon, sauf situation de résistance urétrale nulle. Voilà. Parce qu'effectivement, si vous avez un urètre qui est ouvert et une vessie qui se remplit, pour que ça se vide, il faut, comme je vous l'ai dit, siphonner. Si vous ne siphonnez pas, il faut mettre un peu de pression au-dessus pour que ça coule. Et ça ne peut marcher que s'il n'y a pas de résistance. Voilà. Donc, c'est potentiellement un peu dangereux. Maintenant, il y a toujours des individus. Voilà. Et puis, il faut y mettre de la pression s'il y a de la résistance. Mais c'est toujours intéressant. Alors moi, je vous conseille quand même l'autosondage ou l'hétérosondage. Vous arrivez à vider la vessie, oui. Oui, parce qu'il faut tourner autour du pubis.
c'est un mode qui était utilisé dans les années 50-60 par toutes les femmes paraplégiques. Hein. Elles le faisaient tellement qu'elles avaient un cal comme la corne sous les pieds au niveau du pubis à force d'appuyer plusieurs fois par jour dessus. Avec l'autosondage, ça a complètement disparu. Il faut faire attention, il ne faut pas mélanger « je suis arrivé à vider la vessie parce qu'il y a de l'urine qui coule et elle est complètement vide ». C'est deux choses différentes. Et ce n'est pas parce qu'il y a de l'urine qui a coulé qu'elle est bien vidée. C'est bon, je suis sauvé. Très bien. Donc voilà, il faut se méfier de ça. Voilà. Oui, en fait, je travaille dans un service FM et là, je me remonterai quelques années en amont avant qu'il y ait des problèmes, comme vous dites, de contraction, soit du sphincter ou de la vessie. Moi, je m'interroge et peut-être sur notre rôle en prévention. J'ai en tête comme ça quelques situations de réunion à l'école où pour X raisons, parce que les WC, parce que l'AESH, c'est compliqué de faire un transfert, etc., je commence à avoir des enfants au moment éventuellement de l'adolescence ou un petit peu avant, qui boivent moins pour moins pisser, qui pissent de moins en moins. Et j'ai en souvenir un vieux médecin MPR qui avait expliqué à un gamin, cette histoire réflexe, en fait, ces capteurs, finalement, il y a une espèce de déréglage, alors qu'il n'y a pas d'atteinte encore physiologique, mais finalement, le niveau qui fait que ces capteurs indiquent au cerveau, j'ai envie d'aller à la toilette et je vais pisser, tout commence à se dérégler et qu'après, c'est plus si simple. Est-ce que ça, vous validez? Est-ce que vous validez pas? Est-ce que nous, on doit être très attentifs dans l'accompagnement à cette question? Alors, je valide une chose qui est de la neurophysiologie, c'est que plus vous avez une vessie qui se distend et qui se vide mal, plus les capteurs à la pression vont augmenter leur seuil de captage d'informations. Vous avez des messieurs âgés avec la prostate qui ont une vessie qui se vide qu'à moitié, ils n'en ont aucune sensation. Parce que le niveau, en gros, ils ont reseté le zéro un peu plus haut, et ainsi de suite. Donc en termes de neurophysiologie, c'est complètement logique. Tout le fait qu'on dit aux enfants de ne pas se retenir à l'école. Il y a des campagnes qui ont été faites là-dessus pour que les petites filles, surtout, aillent bien aux toilettes régulièrement et ne passent pas la journée à se retenir, mais leur maîtresse est souvent pareil. Et on dit aux dames aussi de ne pas se retenir toute la journée. Voilà. Pour ce qui est de la myopathie, c'est sûr que la vessie qui se vide mal, la sensation n'est plus donnée. Et donc, effectivement, il n'y a pas de perception de la vessie mal vidée. Voilà. Ça, c'est de la physiologie. Maintenant, beaucoup des myopathes ne ressentent pas bien leur vessie. Hein. Ce n'est pas toujours clair. Hein. C'est quand même une pathologie complexe. Bon, moi, je ne suis pas MPR ni spécialiste de la myopathie, donc je ne connais pas toutes les anomalies des capteurs et de la sensibilité dans cette maladie-là. Mais clairement, il y a des anomalies de ce niveau-là aussi. En termes de prévention, c'est simplement que quand on a envie d'uriner, il faut y aller, et quand on a envie d'aller à la selle, il faut y aller. Pourquoi les citadins sont-ils tous constipés? Parce que quand le réflexe de défécation apparaît, ils n'y vont pas. Voilà. Et ils vont y aller quand ils le souhaitent et pas quand leur organisme leur dit. La première source de constipation des citadins, c'est ça. Hein. Donc on réapprend aux gens simplement à vivre avec un réflexe normal. Voilà. C'est pareil pour la vessie. Ce sont des réflexes. Quand vous marchez, c'est un réflexe d'un muscle qui reçoit une information au sol, qui la renvoie et qui la redonne, et ainsi de suite. La vessie, ça fonctionne comme ça. Et si à un moment ou un autre, on altère le fonctionnement du réflexe, le système se déséquilibre. Voilà. Donc le tout, c'est que la vessie reste à basse pression pendant le stockage, pendant la vidange. Et donc l'hétérosondage, en termes de qualité de vidange, c'est le meilleur système que vous puissiez utiliser, avec tous les aléas de l'hétérosondage dépendant d'une tierce personne qui doit être là 24 heures sur 24, 365 jours par an. Voilà. Et on a quelques régions de France, alors là, je me place plus dans la paraplégique, dans la myopathie, puisque c'est quand même ce qu'on voit le plus. Il y a quelques régions de France où il est organisable d'avoir une infirmière qui vient plusieurs fois par jour. C'est très peu. En région parisienne, c'est même pas la peine d'y penser, c'est impossible. Voilà. Dans la majorité des régions de France, c'est pas faisable.
En tous les cas, les centres de neurourologie, on est une quinzaine sur le territoire, hein, urologues rééducateurs qui s'occupent de ça. On sait qu'on ne peut pas promouvoir l'hétérosondage comme mode mictionnel. Il faut que ce soit le patient lui-même, la patiente, soit autre chose. Voilà. Oui, oui, donc il y a une question sur Teams. Donc il y a certains enfants DMD qui ont des mictions impérieuses. Est-ce lié aux problèmes musculaires? Comment cela évolue avec l'âge? Alors souvent, avant d'arriver dans la phase de rétention, il y a une hyperactivité de vessie, c'est-à-dire une vessie qui est trop sensible parce qu'elle ne se vide pas bien. Et il faut savoir que quand une vessie est obstruée parce que le canal ne s'ouvre pas bien, la première mode de défense de la vessie, c'est d'abord de chercher à se défendre et à se contracter contre l'obstacle. Donc ça donne des symptômes qu'on appelle dans notre jargon l'hyperactivité de vessie, c'est l'envie urgente, l'envie pressante, qui peut aller jusqu'à la fuite d'ailleurs. Et ces symptômes, au départ, on les traite par des médicaments qui calment la vessie et qui ont d'ailleurs des effets secondaires de bouche sèche, constipation. Donc ça, c'est généralement les premiers symptômes quand la vessie essaye de lutter. Mais alors c'est très bien parce qu'on lutte contre les symptômes qui gênent le patient, mais il faut en parallèle s'assurer que la vidange se fait quand même bien. Parce que si on donne un médicament pour empêcher un symptôme d'envie pressante, mais qu'en parallèle la vessie se vide de moins en moins bien, il faut traiter la vidange. Et donc il faudra peut-être à nouveau repenser comment est-ce que je vais assurer la vidange de cette vessie. Voilà. Contracter la vessie? Alors, les médicaments pour contracter la vessie, ça n'existe pas. Il faut savoir que la vessie dépend d'un système nerveux qu'on appelle le système nerveux autonome. Vous avez dû entendre parler du sympathique et du parasympathique. C'est tout ce qui assure le fonctionnement de nos fonctions végétatives, le cœur, le poumon, l'intestin. C'est sous dépendant d'un système nerveux qui n'est pas celui de nos mains ou de nos bras ou de nos jambes. Ce système nerveux sympathique, parasympathique, on a beaucoup de médicaments pour le calmer, mais on a très peu de médicaments pour l'activer. Et quand on en a pour l'activer, ils ont beaucoup d'effets secondaires et ça ne marche pas bien. Donc, dans l'état actuel de la recherche, il n'y a pas de médicaments pour faire contracter une vessie. Et je reviens à ce que je disais, c'est si jamais on trouve un médicament qui permet une contraction vésicale et donc qui évitera le sondage, c'est formidable, sauf que si je fais contracter la vessie mais que le sphincter ne s'ouvre pas, ça ne me sert à rien. Et donc, ce qu'on n'a pas encore résolu, c'est de trouver un moyen d'activer la vessie tout en relâchant le sphincter en même temps. Et ça n'existe pas. En revanche, ce qu'on sait faire, c'est couper le sphincter. Alors certes, c'est définitif, mais quand on a un tel handicap, pouvoir être libéré d'autosondage et être autonome dans la journée parce que ça va couler tout seul, ce n'est pas une mauvaise affaire non plus. Mais ça suppose pour faire ça que la vessie se contracte un peu. Et je pense à la situation que vous évoquiez d'appuyer sur la vessie. Ça peut être recevable à la limite, à condition d'avoir complètement ouvert ce qu'on appelle les sphincters. Alors non, si on vous coupe les sphincters, vous n'êtes pas incontinent toute la journée, vous êtes incontinent si vous faites un effort ou si vous appuyez sur votre ventre. Mais si vous ne bougez pas, la vessie va se remplir. Et ça ne coulera que si on appuie sur le ventre. Alors évidemment, il peut y avoir des petites fuites. Mais généralement, quand on fait ça, les patients portent en permanence un étui pénien pour les hommes ou des couches pour les femmes. Pour les reins, c'est mieux si c'est à basse pression, exactement. Les urologues, on est des gens très simples. Nous, on veut juste que le système soit à basse pression. C'est notre leitmotiv. C'est pour ça qu'on fait ces fameux examens dits d'urodynamique. Ça permet de contrôler la pression dans la vessie. C'est une des rares choses qui, depuis 50 ans, a été montrée comme un facteur pronostic majeur de protection des reins. Quand la pression est en dessous d'un certain niveau, les reins sont protégés. Et la population dans laquelle ça a été démontré, qui sert aujourd'hui de référence internationale, c'est la population des spina bifida, des myéloméningocèles dans l'après-guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et ce chiffre aujourd'hui est parfaitement démontré par les 50 ans de suivi qu'on a maintenant. Donc on sait que c'est un problème de pression dans la vessie. Voilà. Est-ce que la consultation avec vous, elle est systématique ou c'est à la demande de la personne concernée en fait? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas faire un bilan systématique, je dis à un âge, je ne sais pas, à 20 ans pour voir où on en est dans le... C'est aussi une très bonne question. On a la même chose dans des maladies beaucoup plus fréquentes comme la sclérose en plaques, où maintenant il y a des recommandations pour les neurologues de checker la vidange vésicale chez leurs patientes, parce que c'est surtout féminin, même si elles n'ont pas de symptômes, pour qu'on détecte à temps les complications qui arrivent.
Et là, on peut largement, alors, il n'y a pas de recommandation parce que c'est probablement une pathologie assez rare pour que ça ne se soit pas mis en place. Mais normalement, effectivement, dans les centres d'homéopathie, je crois que mes collègues médecins de rééducation ont l'œil, enfin, savent que ça peut apparaître et font une échographie de temps en temps. Disons, au moins dans les centres qui sont très rodés pour ça. Alors, c'est vrai que le centre de Garches, où j'ai la chance de travailler depuis 30 ans, il y a l'équipe qui s'occupe des myopathiques, il y a l'équipe de neurourologie, on a l'habitude de travailler ensemble et ils font de temps en temps une échographie, juste une échographie pour voir que tout va bien et une prise de sang. Et puis après ça, on s'adapte à la demande du patient, bien sûr, qui peut avoir une demande fonctionnelle. Être sec, pas être sec, la sexualité qui vient aussi dans les questions quelquefois. Mais la réponse est oui, il faudrait, à un moment de l'histoire de la maladie que je ne connais pas, parce que là, il faut être spécialiste de la myopathie pour trouver le bon moment, faire systématiquement une échographie de screening pour dire, ben là, tout va bien, ou là, tiens, il se passe des choses. Et puis toujours penser à la position assise chez l'homme. Oui. Je vais juste apporter mon témoignage pour les hétérosondages, puisqu'un de mes fils a eu ces difficultés. Moi, j'étais infirmière de bloc opératoire en neurologie, donc ça tombait bien. Voilà. Donc, je faisais des hétérosondages, mais contre toute législation, j'ai formé les auxiliaires de vie. Je leur ai enseigné les gestes à faire les sondages pour pouvoir avoir une solution la plus physiologique possible. Et voilà. Mais je sais que c'est une solution que... Il n'y a pas d'interdiction à former les aidants d'un patient à faire le sondage. Aucune. Aucune. Ça, c'est parfait. Vous avez très bien fait. Oui, c'est ça. Oui, non, il n'y a aucune interdiction. L'hétérosondage peut être fait par toute personne qu'on aura formée pour ce patient. Ils n'ont pas le droit de le faire sur un individu X ou Y, mais sur un aidant, voilà. C'est de la délégation de tâches. Exactement, oui. Mais c'est du bon sens. Et nous, quand ça peut être fait, bien sûr, c'est très bien. Surtout que les quelques personnes seront toujours les mêmes, qui sauront faire et qui ne feront pas de dégâts. Alors, pour l'hétérosondage, je lève un tabou. Il n'y a aucune asepsie nécessaire. Aucune. Aucune asepsie. Aucune. Ça se fait, alors, pour la personne qui fait, si ce n'est pas le patient, elle met des gants pour se protéger elle, mais pas pour protéger le patient. Des gants non stériles. Et vous passez la sonde sans aucune toilette autre que la toilette quotidienne à la douche ou au bain. L'autosondage ou l'hétérosondage, ça n'est pas stérile. C'est propre et on ne stérilise jamais et on ne met pas de désinfectant. Non. Enfin, voilà, il y a une appréhension la première fois. Ah bah c'est de toute façon une solution, le témoignage du... Oui. Oui, absolument. Quand on a la chance d'avoir son micro-environnement et qu'on arrive à le stabiliser, c'est sûrement une solution possible. L'expérience montre que pour des raisons, qu'elles soient d'habitat, social, de lieu de vie, enfin, mille de raisons, c'est peu faisable. Mais quand on a la chance de le faire comme vous l'avez fait ou comme c'est fait dans l'exemple ici, bah, c'est extraordinaire, bien sûr. De prestation, la société a refusé. Le professeur Joseph avait proposé de faire la formation du personnel. Ils n'ont pas voulu. C'était un niet. Voilà. Alors, par contre, si c'est du mandataire ou si c'est de l'emploi direct, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est la responsabilité de la personne sondée. Le temps passe, donc on va bientôt clore la session, mais je suis prêt à répondre encore à d'autres questions. Je vois que c'est un vrai sujet. Alors, vu du côté, moi je suis un urologue qui s'occupe de troubles urinaires depuis 30 ans, donc j'ai fini par apprendre un peu et j'ai beaucoup appris que mes collègues rééducateurs. Moi, je travaille avec le professeur Pierre Denis à Garches. Ça reste une maladie tellement rare que je ne prétends pas savoir pourquoi dans la myopathie de Duchenne, on n'urine pas bien. On a des hypothèses. On a bien compris qu'aujourd'hui, leur premier problème en vieillissant, c'était la rétention chronique et qu'il fallait assurer la vidange. On n'a pas tout compris du pourquoi. Voilà. Et ce n'est probablement pas une atteinte du système nerveux, comme dans la paraplégie, mais vraiment une atteinte de ce qu'on appelle de l'effecteur, c'est-à-dire de l'organe contractile, qui soit le sphincter strié ou le muscle lisse. Et donc, c'est là qu'on est très démunis pour traiter, parce que quand c'est le muscle qui ne marche pas, vous le savez mieux que moi parce que vous êtes en fauteuil, on ne sait pas compenser. J'entendais tout à l'heure les systèmes pour soulever le bras, tout ça, c'est effectivement des très bonnes compensations, mais pour la vessie, il
Il faut trouver un moyen de vider, quoi. Et les opérations qui consistent à faire une poche sur le ventre, on peut être amené à faire ça. Il faut les mettre en balance avec les risques anesthésiques et chirurgicaux dans le contexte d'une myopathie, quand on est déjà sous respirateur. Je pense qu'honnêtement, ni le patient, ni le chirurgien, ni l'anesthésiste raisonnable ne partiront vers cette prise de risque-là si on peut faire autre chose. On est tous d'accord. Oui, c'est ça. Donc, la question, c'est la prise de Xatral peut-elle faciliter la vidange de la vessie? La question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut prendre un médicament qui s'appelle le Xatral, qui est un médicament qui est fait pour relâcher l'urètre prostatique. Donc, c'est un médicament contre le système sympathique. Ça, on sait inhiber. C'est ce qu'on donne à tous les messieurs prostatiques au monde pour les aider à mieux uriner avec l'âge. C'est une des molécules. Alors, est-ce qu'on peut prendre du Xatral? La réponse est oui, absolument. Et on peut leur en donner, mais ça n'a d'intérêt que si le patient n'est pas au sondage. S'il est au sondage, pourquoi prendre des médicaments alors que de toute façon, on va passer une sonde? Dans les premiers stades de la maladie, quand le patient est encore capable d'uriner, la réponse est oui. Le Xatral et ses équivalents peuvent être utiles. Ça s'appelle l'alfusosine en termes de nom de molécule. Oui. Alors, les urologues, ce que je qualifierais de façon tout à fait non péjorative de standard, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas hyper spécialisés comme nous, ils ne prendront jamais en charge ces patients. Donc, ils vous proposeront de les adresser dans les centres spécialisés, ce qui, je pense, est une bonne chose, même s'il faut faire 150 km. Pour eux, c'est trop compliqué. Ils n'en ont pas forcément eu la formation, et c'est vrai que c'est très particulier. Il faut surtout qu'ils ne fassent pas de dégâts irréversibles, et des chirurgies risquées ou autres. Donc, le principe, et c'est ce qui est enseigné dans la profession, où les urologues, les jeunes urologues sont bien formés à tous ces problèmes-là, c'est quand c'est des maladies aussi rares, se référer au centre de la région qui s'occupe de ça. En France, en gros, il y a 15 gros centres sur le territoire et on a un groupement, je ne sais pas si j'avais mis la diapo. Non, je ne l'ai pas mise. On a un groupement qui s'appelle le GENULF, le groupement d'études de neurourologie de langue française. Ça regroupe les urologues, il y a un site internet, GENULF. En fait, ça regroupe les 30 urologues et médecins rééducateurs qui s'occupent vraiment de handicap urinaire spécialisés. Et ça couvre le territoire. On se réunit 2 fois par an. Et la France a la chance d'avoir ce groupement qui forme les plus jeunes comme ça. Et donc, globalement, sur le territoire, vous avez ça. Il y a un centre à Strasbourg, il y en a à Lille, il y en a à Rouen, il y en a à Rennes, il n'y en a pas à Brest, il y en a à Nantes. Enfin, on se connaît tous et je peux vous dire les endroits où il y a des groupements. Et puis, quelquefois, vous avez des urologues privés qui ont une très bonne compétence dans le domaine parce qu'ils habitent, ils exercent à côté d'un gros centre de rééducation et qu'en plus, ils ont été formés. Je pense à mes collègues de Gap, qui s'appellent Christophe Boyer et Mondet, qui ont tous les deux été formés dans le service, qui sont urologues à Gap, de très bons urologues en privé, et qui ont la chance d'avoir un énorme centre de rééducation à côté, donc ils s'occupent des handicapés. Donc ils sont quasiment dans la même activité que celle que je fais, par le hasard de leur formation et de l'endroit où ils travaillent. Donc vous trouvez quelquefois des clones qui sont efficaces. Voilà. En Corse, il n'y a pas, non. Ah oui. Oui. C'est toujours possible. Encore généralement, ils vont à Marseille. Et à Marseille, c'est le professeur Carsanti qui s'occupe de ça, qui est à Marseille. Et puis, on voit pas mal de Corses qui viennent à Paris ou à Garches. Voilà, parce que c'est pas plus long de prendre l'avion pour Paris que d'aller en bateau à Marseille. Donc, voilà. Vous faites peur. Ouais. Non, c'est pas possible. Non, non. Alors, ce qu'il faut voir surtout, c'est où sont les médecins de rééducation d'abord. Parce que quand même, c'est une pathologie qui est d'abord dans un environnement de médecins de rééducation. Et si par hasard, il y a un médecin de rééducation qui connaît un peu, lui, il va avoir le bon réseau. Il faut peut-être d'abord passer par le médecin de rééducation avant de passer par l'urologue. Parce qu'en fait, on a l'habitude de dire que le médecin de rééducation est le généraliste du handicapé, quel que soit son handicap, quoi. Ils ont quand même globalement un très bon réseau et ils sont bien formés. C'est une très belle spécialité, la médecine de rééducation. Ça s'appelle MPR, médecine physique et réadaptation. Ils s'occupent de tout. Ils s'occupent de la rééducation. C'est des spécialistes
de l'ensemble de la prise en charge du handicap. Il s'occupe de tous les handicaps moteurs sensitifs. Voilà. C'est une petite spécialité, mais ce qui est une vraie spécialité. Et il y a une dernière question. Quelles sont les approches pour la prostate à 50 ans? Les mêmes que pour tout un chacun. Donc, il est logique à 50 ans, myopathe ou pas, de faire un PSA et de faire un toucher rectal une fois de temps en temps. Donc, lors des visites, quelles qu'elles soient. Mais effectivement, il n'y a pas de raison de ne pas détecter, de rechercher, de détecter le cancer de prostate chez un monsieur qui a 50 ans, même s'il a une myopathie. Ça serait trop bête. Alors, s'il y en a plusieurs dans la famille, il peut y avoir un gène, effectivement. Un cas isolé, ce n'est pas suffisant. Bon, je crois qu'on va stopper là la session, c'est ça? Merci.